À la fête, ma femme Camille a dit « Ne t'approche même pas de moi », et elle est partie. Une femme magnifique m'a pris la main, fait juste semblant d'être mon mari, et puis j'ai vu qui c'était. Il pleuvait encore à Lyon. Le genre de pluie froide et de côté qui tambourinait contre les fenêtres comme si elle essayait d'entrer. J'étais debout, pieds nus dans la cuisine, café dans une main, regardant Camille enfiler ses talons à la hâte. Elle était partie tôt toute la semaine, chaque matin couverte de plus de parfums et enveloppée dans des excuses plus vagues. Antoine, je serai en retard. Ne peut-on pas faire cela tout de suite, murmura-t-elle sans établir de contact visuel, sa main trébuchant sur les boutons de son trench coat. J'ai gardé ma voix stable, calme. C'est la 3e fois cette semaine, Camille. Même histoire, chemise différente. Tu touches à peine à ton petit déjeuner maintenant. Dis-moi la vérité. Il y a quelqu'un d'autre? Sa main s'est arrêtée à mi-bouton. Pendant une seconde, tout son corps s'est figé comme si je l'avais frappé avec un pistolet paralysant. Et puis, tout aussi vite, elle s'est redressée d'un coup, les yeux écarquillés et la mâchoire serrée. Comment oses-tu m'accuser de quelque chose comme ça? Siffla-t-elle, reculant comme si c'était moi qui avais dépassé les limites. Tu penses que je ne travaille pas assez dur? Tu penses que je m'habille bien et que je pars tôt parce que je suis quoi? En train de me cacher? Je n'ai pas scié. J'ai juste siroté mon café. Je n'ai pas dit que tu te cachais. J'ai dit, tes histoires ne s'accordent pas, ses yeux ont balayé la pièce, partout sauf moi. Et pendant un instant, sa voix affaiblit. Tu deviens paranoïaque, et tu es évasive, ai-je répondu doucement. Elle a laissé échapper un souffle aigu. Waouh, alors c'est là que nous en sommes maintenant. La suspicion à cause de brouillé? Non, ai-je dit, posant la tasse. Nous en sommes à la suspicion parce que tu changes ta routine, que tu changes ton ton et que tu évites chaque question que je pose. La tension dans la pièce était comme un fil électrique sous tension. Les mains de Camille tremblaient, juste un peu, pas assez pour le remarquer à moins de vraiment la connaître. Et je la connaissais. Je ne vais pas faire ça avec toi, a-t-elle claqué, attrapant son sac. Certains d'entre nous ont de vrais boulots où aller, n'est-ce pas? Le boulot dont tu ne parles plus, ai-je marmonné. Elle s'est retournée comme si je l'avais giflée. Arrête. Arrête juste. Si tu penses vraiment si peu de moi, alors peut-être que nous avons de plus gros problèmes que l'heure à laquelle je quitte la maison. Celle-là a touché. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée sortir, claquant la porte derrière elle avec plus de force que nécessaire. Le vent l'a refermée d'un coup sec comme si elle en avait fini de jouer gentiment. Je suis resté dans l'écho de ce silence pendant longtemps. L'appartement était encore chaud grâce au chauffage, mais tout à l'intérieur de moi était froid. Non pas le genre qui gèle, mais le genre qui éclaircit l'esprit. Un éveil brutal. Notre vie n'était pas parfaite, mais nous avions construit quelque chose qui en paraissait proche de l'extérieur, un modeste appartement à la confluence, 2 vélos hybrides dans le garage, des kits de repas dans le réfrigérateur et un calendrier partagé synchronisé à la minute. Mais pour la première fois depuis des années, je pouvais voir les fissures courir sous la surface, et j'en avais fini de prétendre qu'elles n'étaient pas là. Elle pensait avoir laissé les soupçons derrière elle avec cette porte claquée. Mais tout ce qu'elle a vraiment fait, c'est me laisser avec la certitude. Et la certitude, comme j'étais sur le point de l'apprendre, est bien plus dangereuse que le doute. Elle est apparue dans notre boîte aux lettres comme quelque chose venu d'un autre monde. Du papier lourd et craquant avec une bordure dorée, scellé à la cire, comme s'il était adressé à la royauté, à Monsieur et Madame Antoine Moreau. Il était écrit en lettres gaufrées, le gala annuel de l'Iris Rouge, une nuit de masque et de célébration. Tenue de soirée exigée. RSVP demandé avant jeudi. L'entreprise de Camille, la firme financière élégante où tout le monde parlait en jargon soigné et portait l'ambition comme du parfum, organisait une mascarade, une grande. Ce qui était drôle, c'est qu'elle ne l'avait jamais mentionné. Ni en passant, ni en conversation, ni dans ses mises à jour distraites qu'elle me donnait entre 2 bouchées pendant le dîner. Elle avait cette invitation depuis des jours, peut-être des semaines, et elle n'avait rien dit. Ce soir-là, alors que nous étions assis l'un en face de l'autre à la table du dîner, j'ai glissé l'enveloppe entre nos assiettes. Elle avait fait du poulet piccata et du risotto, ces recettes de culpabilité. Celles qu'elle utilisait quand elle ressentait le besoin d'aplanir quelque chose qu'elle ne voulait pas dire.
J'ai attendu qu'elle prenne sa première bouchée, puis je me suis éclairci la gorge. Alors, le gars-là a l'air chic. Sa fourchette s'est immobilisée en l'air. Pas même un clignement, juste le raidissement le plus faible de ses épaules. Quel gala? Celui que ton entreprise organise. J'ai dit calmement, observant attentivement sa réaction. Mascarade, salle de bal du centre-ville. Très 007. Ses lèvres se sont pressées l'une contre l'autre. Elle a abaissé sa fourchette lentement. Oh, ça. C'est juste un de ces trucs d'entreprise. Cela ne vaut pas vraiment la peine d'en parler. J'ai souri, soft et illisible. Tu es sûr? L'invitation laissait entendre que c'était un événement important. Ce ne l'est pas, a-t-elle dit rapidement. C'est juste du réseautage. Tout le monde fait semblant de s'aimer. Pas de vrai plaisir. De plus, nous n'avons droit qu'à un invité, et c'est surtout des gens du travail de toute façon. Tu n'apprécierais pas. J'ai hoché la tête, laissant cela planer un instant. Ah, c'est étrange. Ses yeux se sont plissés. Quoi donc? J'ai déjà répondu à l'invitation. Elle s'est figée, sa posture devenant rigide. Tu quoi? Je l'ai renvoyé ce matin, ai-je répondu, voix de niveau. J'ai dit que je serais ravi d'y assister. Je me suis dit, pourquoi pas? Nous ne sommes pas sortis depuis un moment. Et, ce n'est pas tous les jours que je peux porter un smoking et un masque. Pour un moment, elle m'a juste regardé comme si j'étais soudainement devenu quelqu'un qu'elle ne pouvait pas lire, comme si elle essayait de mesurer ce que je savais vraiment. Le silence entre nous est devenu bruyant. Le tintement de sa fourchette sur la porcelaine, le doux bourdonnement du réfrigérateur, même le bruit étouffé des pneus éclaboussant à l'extérieur, tout s'est amplifié sous le poids de sa réaction. Elle a reparlé, plus doucement maintenant. Tu l'as vraiment envoyé. Je l'ai fait. J'ai pris une autre bouchée comme si nous étions simplement en train de discuter de plans pour le week-end. Antoine, a-t-elle commencé, mais le reste de sa phrase s'est dissous dans son verre de vin alors qu'elle prenait une longue gorgée. J'ai juste pensé, ai-je dit légèrement, puisque tu ne l'as pas mentionné, peut-être que tu as oublié, alors j'ai aidé. De rien. Un sourire tendu a traversé son visage, cassant et forcé. Eh bien, tu pourrais t'ennuyer. J'ai croisé son regard sans ciller. Je me suis déjà ennuyé. Je vais m'en sortir. Pendant le reste du dîner, nous avons à peine parlé. Elle a débarrassé la vaisselle et a pratiqué le silence. Je les ai séchés sans un mot. Et pourtant, le calme était rempli de plus de bruit que n'importe quelle dispute que nous avions jamais eue, parce que maintenant elle savait que je faisais attention. Et cela a tout changé. Le ballroom à l'intérieur de l'hôtel de l'échiquier d'argent scintillait comme un rêve auquel on ne pouvait pas vraiment se fier. Tout en chandelier et miroir, les bordures dorées attrapant la lumière des bougies comme des secrets piégés dans le verre. Un jazz doux joué sous le bourdonnement des rires et des stratégies chuchotées. C'était moins une fête qu'un théâtre, et chaque invité portait un masque. Moi aussi. Camille ne m'avait pas dit un mot depuis le dîner où je lui avais dit que j'avais répondu. Pas un message. Pas un « à ce soir ». Rien. Mais je suis venu quand même, smoking impeccable, chaussures cirées, l'invitation glissée à l'intérieur de ma veste juste au cas où quelqu'un essaierait de dire que je n'étais pas à ma place. J'ai balayé la pièce du regard, l'éclairage tamisé et les masques de satin rendant tout le monde inconnu, comme un monde construit sur des presques et des demi-vérités. Cela semblait approprié. Puis je l'ai vue, Camille, près du bar, riant, sa tête penchée juste un peu trop en arrière. Elle portait une robe vert émeraude que je n'avais jamais vue, parlant à un homme en costume de velours bleu marine. Il se penchait tout près, sa main frôlant la sienne sur le comptoir. Elle n'a pas reculé. J'ai marché vers elle lentement, mesuré. Camille, ai-je dit en m'approchant, voix basse, calme. Je ne m'attendais pas à te voir près du bar. Elle a tourné la tête et s'est figée juste pour une seconde. Puis son expression s'est durcie. Qu'est-ce que tu fais ici? Siffla-t-elle, bougeant à peine ses lèvres. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je t'ai dit de ne pas venir. Tu as dit que cela ne valait pas la peine d'y assister, ai-je corrigé. Je n'ai pas dit que je n'étais pas invité. Antoine, a-t-elle chuchoté sèchement, s'approchant maintenant.
Ne t'approche même pas de moi ce soir. Est-ce que tu comprends? J'ai cligné des yeux, abasourdi pendant un instant. Je ne suis pas une menace pour ton image, ai-je dit doucement. C'est toi qui as apporté des mensonges dans notre maison, pas moi. Reste juste loin, murmura-t-elle, puis elle a tourné brusquement et a disparu dans la foule, laissant derrière elle quelques regards curieux. Je suis resté la seule, masque à la main, me sentant comme la seule personne à une fête costumée qui n'avait rien à cacher. Puis, une voix douce à côté de moi. Tu es bien habillé, monsieur Moreau. Je me suis retourné et j'ai failli perdre l'équilibre. La femme en rouge, soie écarlate, gants noirs, un demi-masque scintillant qui couvrait juste assez pour laisser tout le reste dangereusement visible. Je ne l'avais jamais rencontrée en personne auparavant, mais j'avais vu sa photo sur le mur du bureau de Camille, Victoire Leclerc, PDG, reine des glaces, courtière de pouvoir, la femme dont tout le monde disait qu'elle pouvait faire ou défaire des carrières avec un sourire. Et elle se tenait à côté de moi comme si nous étions de vieux amis. Elle s'est penchée et avec un sourire amusé, a chuchoté, fait semblant d'être mon mari ce soir. J'ai cligné des yeux. Je suis désolé, quoi? Elle a brandi un masque noir élégant et l'a pressé dans ma main. Juste pour quelques heures. Crois-moi, ça en vaudra la peine. Avant que je ne puisse répondre, elle a accroché son bras au mien et nous a guidés dans la foule comme si nous dansions cette routine depuis toujours. Pourquoi moi? Ai-je demandé doucement. Elle ne m'a pas regardé, a juste souri devant elle. Parce que tu n'as pas ta place ici, et moi non plus. C'est tout ce qu'elle a dit. Et pour une raison quelconque, j'ai suivi. Le gala s'étendait comme un labyrinthe derrière des rideaux de velours et du marbre poli. Victoire se déplaçait à travers lui comme si elle possédait chaque pièce, chaque regard, chaque secret. Elle m'a guidé à travers des couloirs parfumés au bois de santal et au vin, hochant brièvement la tête aux dirigeants. Le téléphone pressé de Camille. Les gens nous regardaient, certains curieusement, d'autres avec lassitude. Souris simplement, a chuchoté Victoire avec l'aisance de quelqu'un habitué à contrôler la température d'une pièce. Tu joues un rôle. L'astuce est d'avoir l'air d'être à ta place ici, même si tu ne le es pas. J'ai ri sous mon souffle. C'est censé être réconfortant. C'est la réalité, a-t-elle répondu, balayant la foule du regard. Toute cette firme vit sur des illusions. Soit tu joues le jeu, soit tu es joué. J'ai suivi son passé, un portrait encadré d'or du fondateur de l'entreprise et entrant dans un salon faiblement éclairé bordé de chaises en cuir et de vieux disques de jazz encadrés sur les murs. Elle s'est arrêtée, son bras toujours accroché au mien. Là, a-t-elle murmuré, inclinant la tête. J'ai suivi son regard et j'ai senti mon estomac se serrer. Camille. Elle était dans une autre pièce, visible juste à travers l'arche, assise beaucoup trop près d'un homme aux cheveux gominés et au sourire narquois qui m'a fait serrer les mains en poing. Marc. J'avais déjà entendu son nom. Elle l'avait dit avec désinvolture, comme s'il n'était qu'un autre analyste de son équipe. Mais personne ne rit comme ça avec juste un autre analyste. Pas comme elle riait maintenant, jetant sa tête en arrière, touchant son bras comme s'ils étaient seuls au monde. Et il se délectait de la situation, se penchant avec cette inclinaison arrogante, sa main dangereusement proche de son genou. Ma mâchoire s'est serrée. La chaleur est montée dans mon cou. Je vais aller là-bas, ai-je marmonné, faisant un pas en avant. La main de Victoire a attrapé ma manche. Juste 2 doigts, légers comme une plume, mais cela m'a arrêté net. Ne fais pas ça, a-t-elle dit doucement. Pas encore. Elle est avec lui, ai-je dit entre mes dents. Tu vois ça, n'est-ce pas? Je n'imagine pas. Non, a dit Victoire, sa voix comme du velours sur du verre. Tu n'imagines pas. Je l'ai regardé, confus. Alors, pourquoi m'arrêtes-tu? Elle a expiré lentement, les yeux toujours fixés sur Camille. Parce que maintenant tu le vois. Elle n'est pas la personne que tu crois qu'elle est. Ces mots ont coupé plus fort que je ne m'y attendais. Elle s'est tournée pour me faire face complètement. Laisse-la finir cette danse, Antoine. Les gens se révèlent toujours quand ils pensent que tu ne regardes pas. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Mon pouls était trop fort dans mes oreilles. Victoire s'est penchée plus près, sa voix plus basse maintenant. Personnel. Il se passe plus de choses que tu ne le réalises.
Et si tu veux l'image complète, retrouve-moi demain. Café de la Saône, 10 heures. J'apporterai la vérité. Apporte juste ton calme. Puis, tout comme ça, elle a relâché mon bras, a donné un sourire d'adieu et est partie dans la foule tourbillonnante de masques et d'ambitions murmurées. Je suis resté là à regarder Camille rejeter ses cheveux et rire à nouveau de ce que Marc venait de chuchoter. C'était le genre de rire que je n'avais pas entendu d'elle depuis des mois. Et pour la première fois, cela ne m'a pas manqué. Le café de la Saône était bas et tranquille, ses murs de verre embués par le froid de l'eau, la Saône avançant lentement et grise derrière nous. C'était en milieu de matinée, l'heure où les gens chuchotaient au lieu de parler. Victoire était déjà assise quand je suis arrivé, son manteau soigneusement plié à côté d'elle, son espresso intact. « Tu es ponctuel ?» a-t-elle dit, regardant sa montre. Cela me dit beaucoup de choses. Je ne suis pas venu pour des compliments, ai-je répondu, m'asseyant en face d'elle. Tu as dit que tu apporterais la vérité. Elle m'a étudié pour une seconde. Et tu es venu quand même. Un serveur s'est approché. Victoire n'a pas levé les yeux. 2 cafés noirs. Quand le serveur est parti, elle s'est penchée en avant. Ne tournons pas autour du pot. Camille fait l'objet d'un examen interne. Mes doigts se sont resserrés autour du bord de la table. Pourquoi? Fuite de données, a-t-elle dit calmement. Projection confidentielle de clients et factures gonflées acheminées par des sociétés écrans. J'ai secoué la tête une fois. Tu es en train de dire qu'elle vole? Je dis, a corrigé Victoire, qu'elle n'est pas seule. Marc Dumont est son point de contact. Il bouge les chiffres. Elle bouge l'accès. C'est une accusation sérieuse. On ne peut pas simplement suspecter quelque chose comme ça. Victoire a fouillé dans son sac à main et a glissé une mince clé USB sur la table, l'arrêtant avec un doigt. Nous ne suspectons pas. Nous ne pouvons pas encore le prouver. J'ai regardé cela fixement. Alors pourquoi moi? Ses yeux n'ont pas tremblé. Parce que tu vis avec elle, et tu es le seul qu'elle ne soupçonne pas. J'ai laissé échapper un lent souffle. Tu veux que j'espionne ma femme? Je veux que tu m'aides à arrêter un crime, a-t-elle dit calmement. Ce que tu appelles cela après, c'est à toi de décider. Tu as déjà des équipes de conformité, de la criminalistique, des avocats, et tous déclencheraient des alarmes dès qu'ils toucheraient à son système, a répondu Victoire. Camille est prudente, paranoïaque même, mais elle te fait confiance. Les cafés sont arrivés. Aucun de nous ne les a touchés. Qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement? Ai-je dit. Elle a tapoté légèrement la clé USB. Installer un programme de surveillance. Il reflète l'activité à distance. Pas de frappe de clavier. Pas de fichier copié. Juste un accès. J'ai levé les yeux. Accès à quoi? À des schémas, a-t-elle dit. Au timing. À qui parle à qui et quand? Et si je dis non? Victoire s'est appuyée en arrière. Alors je te remercierai pour le café que tu n'as pas bu et je continuerai sans toi. Plus lentement, de manière plus désordonnée, et Camille continuera de creuser. Le nom est resté lourd entre nous. Tu es très calme à ce sujet, ai-je dit. Toi aussi, a-t-elle répondu. La plupart des hommes crieraient en ce moment. J'ai déjà fait mes cris, ai-je dit doucement. Cela n'a rien changé. Elle a hoché la tête une fois. Alors tu comprends pourquoi je t'ai choisi. J'ai ramassé la clé USB, la faisant rouler entre mes doigts. Tu me demandes de franchir une ligne. Victoire a croisé mon regard. Cette ligne a été franchie avant que tu n'entres dans ce café. Je n'ai pas argumenté. Que as-tu besoin de moi? Un accès à distance à son ordinateur portable, a-t-elle dit. Juste une fois. Le reste se fait tout seul. J'ai pensé au sourire gardé de Camille. À ses matins précoces. À la main de Marc près de son genou. Quand? Bientôt, a dit Victoire, avant qu'elle ne ressente de la pression. J'ai hoché la tête. Je vais le faire. Elle n'a pas souri. Elle a simplement tendu la main vers son café. Bien. Alors nous sommes alignés. Cela ne fait pas de nous des amis, ai-je dit. Non, a-t-elle convenu. Cela nous rend honnêtes.
Nous nous sommes levés en même temps. Alors que je me tournais pour partir, elle a ajouté presque gentiment, « Antoine, quoi que tu ressentes en ce moment, ne te précipite pas. » La précision est importante. J'ai fait une pause. Je ne suis pas en colère. Elle a levé un sourcil. Je suis concentré, ai-je dit. Cela a semblé la satisfaire. 3 matins de suite, je lui ai apporté son café juste la façon dont elle l'aimait, moitié lait d'avoine, 2 sucres, cannelle saupoudrée dessus comme le secret d'un barista. Camille levait à peine les yeux de son ordinateur portable à chaque fois. Merci, chérie, marmonnait-elle sans rompre son rythme de frappe, doigts bougeant rapidement sur des rangées de données que je n'étais pas censé comprendre. Ça. Répété. J'ai hoché la tête, embrassé le haut de sa tête, et suis resté derrière sa chaise un moment plus longtemps que d'habitude. J'ai regardé des lignes de feuilles de calcul clignoter sur son écran, certaines étiquetées rapprochement fournisseur T3, d'autres avec des chaînes d'initiales et de codes numériques qui n'appartenaient pas à des fichiers personnels. Chaque fois qu'elle me sentait la regarder et se retournait avec un sourire serré. Encore ? Je secouais la tête. Juste te voir dans ton élément. Et c'était tout ce qu'il fallait. Elle retournait à son travail. Je retournais au mien, et l'air entre nous restait parfaitement, soigneusement vide. J'ai attendu 5 jours. 5 nuits de silence. 5 jours de sourire. Juste assez pour l'empêcher de remarquer à quel point la maison avait commencé à se sentir morte. Le 6e soir, elle s'est endormie sur le canapé, l'ordinateur portable fermé, le visage enfoui dans un traversin, son verre de vin encore à moitié plein. La télévision jouait une rediffusion d'une série policière qu'elle ne regardait que lorsqu'elle avait besoin de bruit de fond. Je me suis tenu dans le couloir, immobile, jusqu'à ce que sa respiration se stabilise dans ce rythme lent et profond que je connaissais par cœur. Puis j'ai bougé, pas silencieux, sans hésitation. J'ai ouvert son ordinateur portable, faisant attention de ne pas secouer la charnière. L'écran s'est allumé avec un léger bourdonnement, l'invite de connexion brillant comme une passerelle. Son mot de passe n'avait pas changé depuis notre dernier anniversaire, notre date de mariage. À l'envers. Je l'ai tapé. Bienvenue. Mon reflet me regardait à travers l'écran sombre. J'avais l'air plus vieux sous cette lumière. Fatigué, plus aiguisé autour des yeux. J'ai branché la clé USB. Une fenêtre est apparue. Exécuter l'installateur ? Oui. Une petite barre de progression est apparue, verte, lente, méthodique. Pendant que cela fonctionnait, j'ai regardé les titres des dossiers sur son bureau, accès client, rapport semestriel, et un dossier privé étiqueté personnel. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'étais pas là pour fouiner. J'étais là pour exposer. L'installation s'est terminée par un léger ding. J'ai cliqué sur la fenêtre de fermeture, éjecté la clé, fermé le couvercle, tout est revenu à sa place. Pas de désordre, pas de traces, pas de colère, juste du silence. Je suis retourné dans notre chambre, me suis glissé sous les draps à côté d'elle. Elle a bougé, a murmuré quelque chose d'incohérent et s'est retournée. Sa main a frôlé la mienne, et je n'ai pas bougé. Je suis resté là, fixant le plafond, comptant les secondes, l'une après l'autre, chacune creusant un espace entre nous que je ne ressentais plus le besoin de combler. Il ne s'agissait plus de la prendre en flagrant délit de mensonge. Il s'agissait de trouver toute la vérité et de la regarder marcher droit dedans. J'avais toujours cru qu'il fallait affronter les choses de front. Que l'honnêteté, même brutale, était le meilleur moyen de traverser un désordre. Mais ceci, c'était tout autre chose. C'était une guerre silencieuse. Et j'étais déjà en train de gagner. Si vous appréciez l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Je n'ai pas beaucoup changé, juste assez. Assez pour qu'elle le remarque. Je faisais toujours le café le matin. J'embrassais toujours son front avant qu'elle ne quitte la maison. Je répondais toujours aux messages avec des visages souriants et des « je t'aime » rapides. Mais la chaleur derrière eux, elle avait disparu. Elle l'a senti lentement au début, puis tout d'un coup. Ses touches sont devenues plus délibérées. Ses yeux cherchaient mon visage plus longtemps, comme si elle essayait de trouver l'homme que j'étais caché sous un masque que je n'avais pas porté auparavant. Mais elle n'a pas demandé directement. Pas encore. Cela aurait signifié admettre qu'elle avait remarqué.
Puis, jeudi soir, elle a tenté quelque chose de différent. Je suis rentré à la maison avec du jazz doux jouant dans les haut-parleurs, des bougies allumées tout le long de la table à manger. Des serviettes en lin, du vin déjà en train de respirer dans une carafe en cristal. Elle portait une robe noire que je n'avais pas vue depuis des mois, celle qu'elle gardait pour les occasions spéciales. « Salut », a-t-elle dit doucement alors que je franchissais la porte. J'ai pensé que nous pourrions avoir une soirée, juste nous. J'ai accroché mon manteau, j'ai hoché la tête. Ça a l'air incroyable. Elle a souri, visiblement soulagée. J'ai fait ton plat préféré. Et elle l'avait fait, steak saisi, purée de pommes de terre à l'ail, haricots verts rôtis aux amandes effilées. Chaque détail était parfait. Même la tarte au citron de la boulangerie de la rue de la Charité, celle qui se vend avant midi. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre alors que la lumière des bougies dansait entre nous. Elle a rempli les 2 verres. J'ai laissé le mien intact. À mi-chemin du repas, elle a finalement parlé. Je sais que j'ai été absente ces derniers temps, a-t-elle dit, sa fourchette s'arrêtant en l'air. Et je n'ai pas été facile à vivre. J'ai levé les yeux, j'ai attendu. Elle a posé sa fourchette. Sa voix était douce. Prudente. Le travail a été compliqué. Stressant. Je n'ai pas été moi-même. Même, j'ai hoché la tête, tranchant dans le steak. Tu as vraiment semblé différente. Ses yeux ont vacillé. Cherchant. Pas dans le mauvais sens, j'espère. J'ai croisé son regard et j'ai donné un petit sourire. Nous changeons tous, Camille. Elle a tendu la main vers ma main à travers la table. Je l'ai laissé la prendre. Je ne veux pas que nous nous éloignions, a-t-elle dit. Tu es tout pour moi, Antoine. Je sais que je ne le montre pas toujours, mais je te vois et j'ai besoin de toi. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas détourné le regard. Je suis là, ai-je dit doucement. Toujours. Ses épaules se sont relâchées. Elle a souri. Un vrai cette fois. Et à ce moment-là, je me suis demandé combien d'autres personnes elle avait souri comme ça. Une sincérité répétée avec juste assez de vulnérabilité pour passer. Elle m'a serré la main. Merci. J'ai porté sa main à mes lèvres et je l'ai embrassée doucement. Tu n'as rien à craindre. Nous avons terminé le repas en douce conversation, elle parlant plus que d'habitude de choses insignifiantes. Des commérages de bureau. Un client qui portait une perruque et ne savait pas que tout le monde le savait. Elle a ri. J'ai ri aussi, mais dans mes oreilles, le son résonnait comme s'il rebondissait sur des murs fissurés. Après le dessert, elle a apporté son vin sur le canapé, m'a tiré avec elle, s'est blottie sous mon bras comme elle le faisait les dimanches paresseux. Elle a parlé jusqu'à ce que ses mots soient légèrement brouillés. Le vin, ou peut-être le confort de croire pour une nuit que les choses allaient bien. J'ai regardé son sourire et j'ai souri en retour, mais à l'intérieur j'étais ailleurs. Je me souvenais de chaque matin où elle avait menti. De chaque nuit où elle avait regardé son téléphone plus longtemps que moi. De chaque changement dans son ton lorsqu'elle prononçait le nom de Marc trop facilement. Je me souvenais que j'avais installé le programme, que ses fichiers étaient déjà surveillés, que le filet se resserrait, et qu'elle n'en avait aucune idée. Elle a posé sa tête sur ma poitrine et a chuchoté, cela m'a manqué. J'ai placé ma main gentiment sur son dos. Je sais, ai-je dit, et c'était la chose la plus vraie que j'ai dite de toute la nuit. Le bureau était trop propre, trop silencieux. Le genre d'endroit où les secrets ne résonnaient pas. Ils étaient juste classés. L'assistante de Victoire m'a conduit dans une salle de conférence au mur de verre surplombant l'horizon de la ville. La lumière du soleil matinal se déversait sur la table en longs faisceaux chirurgicaux. À l'extrémité, Victoire se tenait les bras croisés, regardant Lyon comme si elle lui appartenait. Elle ne s'est pas tournée quand je suis entré, a juste dit, ferme la porte, Antoine. Je l'ai fait. Elle s'est finalement tournée. C'est fait. J'ai hoché la tête lentement. Alors, elle l'a vraiment fait. Ses lèvres se sont pressées en une ligne mince. Plus que nous ne le pensions. Ton accès nous a tout donné, lien de disque partagé, numéro de routage des fournisseurs, même les journaux d'appel. Camille et Marc ont bien couvert leurs traces, mais pas assez bien. Je n'ai rien dit. Elle a marché jusqu'à la table et a laissé tomber un mince dossier devant moi.
transactions détaillées, courriels internes, fausses factures, assez pour les faire tomber tous les deux durement. J'ai regardé fixement le dossier, mais je ne l'ai pas atteint. Le service juridique prépare le dossier, a-t-elle continué. Nous avons contacté un avocat externe. Les comptes de nos clients sont déjà informés. Marc va être interrogé d'ici la fin de la journée. Et Camille, elle a hésité. Elle sera la prochaine. La pièce semblait trop immobile. Je ne veux pas voir les détails, ai-je dit doucement. Victoire a incliné la tête. Tu l'as mérité. Non, ai-je dit, la regardant finalement dans les yeux. Je n'ai rien mérité de tout cela. J'ai juste suivi un fil. Elle m'a regardé, illisible. Je pensais que je ressentirais quelque chose, ai-je dit. De la colère. Du soulagement, peut-être même de la fierté. J'ai laissé échapper un souffle. Mais je me sens juste vide. Victoire n'a pas répondu tout de suite. Elle a croisé les bras. C'est naturel. Tu viens de découvrir quelque chose qui a non seulement trahi ton mariage, mais qui a violé toutes les vérités dans lesquelles tu pensais vivre. Je sais, ai-je dit. Et je ne veux toujours pas faire partie de ce qui va suivre. Tu es venu jusqu'ici, a-t-elle dit prudemment. Tu as aidé à découvrir une rupture majeure. Tu pourrais consulter dans le processus juridique, être protégé, même indemnisé. Je ne cherche pas de vengeance, ai-je dit. Je veux juste partir. Victoire m'a étudié un instant, puis a hoché la tête lentement. Alors c'est ici que notre chemin s'arrête. Je me suis levé. Tu t'en occuperas. Je le fais déjà, a-t-elle dit. Ils répondront tous deux de ce qu'ils ont fait. J'ai fait une pause à la porte. Et si elle nie, elle ne le fera pas. Pas après ce que nous avons. Le couloir à l'extérieur était plus frais que je ne m'en souvenais. J'ai marché sans destination réelle, juste en mouvement. Comme si, en continuant à mettre un pied devant l'autre, je pouvais secouer le poids assis entre mes omoplates. La vérité était venue, et elle n'avait pas rugi. Elle a chuchoté, elle s'est attardée, elle a drainé. Je pensais que je me sentirais comme un homme marchant avec la justice dans sa poche. Au lieu de cela, je me sentais comme un homme sortant d'une maison en feu qu'il avait autrefois construite à la main et sachant qu'il n'y retournerait pas. Elle est entrée par la porte comme quelqu'un qui avait oublié comment marcher. Pas de talons ce soir, juste du silence et des pieds nus qui bougeaient sur le bois dur comme s'ils ne lui appartenaient pas. Son manteau était à moitié tombé sur une épaule. Le mascara coulait sur ses joues comme de l'encre d'une histoire qui avait mal tourné. Ses yeux, sauvages, rouges, chercheurs, ont rencontré les miens au moment où elle est entrée dans le salon. J'étais assis sur le canapé, les mains jointes, la télévision allumée mais muette, en attente. Elle n'a rien dit au début, m'a juste regardé fixement comme si elle s'attendait à ce qu'une version différente de moi soit assise là. L'homme qui demandait comment s'était passée sa journée. L'homme qui croyait ses réponses. Mais je suis resté immobile. Elle a laissé tomber son sac à main. Il a heurté le sol avec un bruit sourd. Puis elle s'est laissée tomber sur le canapé comme si son corps avait oublié comment se soutenir. Sa respiration était superficielle. Les lèvres entr'ouvertes comme si elle essayait de former une phrase et ne pouvait pas décider par où commencer. Antoine, a-t-elle finalement étouffé? Je n'ai pas répondu. Ses mains tremblaient alors qu'elle écartait les cheveux de son visage. Il s'est passé quelque chose au travail. Sa voix s'est brisée. Ils ont dit qu'il y avait une enquête, que quelqu'un surveillait le réseau, que des fichiers étaient, elle m'a regardé vivement. Étais-tu au courant de cela? J'ai soutenu son regard. Non, ai-je dit calmement. Je ne le savais pas. Je sais, son souffle s'est coupé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis penché juste légèrement en avant. Je sais pour les sociétés écrans. Je sais pour le gonflement des factures. Je sais pour les données que Marc a fait sortir en utilisant ton autorisation. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Antoine, non, j'ai coupé court. Nous avons fini de faire semblant. Elle m'a regardé fixement comme si elle voyait un étranger. Depuis combien de temps? Depuis avant le gala. Avant les matins tardifs et les dîners vagues. Et ce n'est que des trucs de travail. Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée à nouveau.
Pourquoi? Ai-je dit, pas en colère, juste fatigué. C'est tout ce que je veux. Pourquoi? Les larmes ont à nouveau coulé dans ses yeux. Elle ne les a pas essuyées. Je ne sais pas, a-t-elle chuchoté. J'avais peur. La firme changeait. Marc a fait en sorte que cela paraisse simple, temporaire, comme si cela ne faisait vraiment de mal à personne. Nous étions en retard sur les primes. Et tu as triché, ai-je dit, doucement mais sèchement. Et tu as menti. Je ne t'ai pas trompé, a-t-elle claqué soudainement, la voix se brisant. Non. Ai-je demandé, inclinant la tête. Alors comment appelles-tu cela lorsque ta loyauté part, ta vérité part, et que ton âme signe un nom différent au bas de chaque décision? Elle a tressailli. Tu l'as fait entrer dans notre vie, ai-je dit. Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement, financièrement. Tu t'es associé à lui. Tu l'as couvert. Tu l'as protégé au lieu de nous protéger. Elle a secoué la tête, la voix désespérée maintenant. Je ne voulais pas que cela aille aussi loin. On veut toujours que cela s'arrête juste avant d'être pris, ai-je répondu. Elle a tendu la main vers la mienne. Je n'ai pas bougé. Antoine, je suis toujours moi. J'ai gâché. Je me suis perdu. Mais je n'ai pas arrêté de t'aimer. J'ai regardé sa main, puis elle. Tu t'es laissé devenir quelqu'un que je ne peux même pas plaindre. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Je pensais que je sauvais quelque chose, a-t-elle chuchoté. Nous. Peut-être. Ma carrière. Je ne voulais juste pas tout perdre. C'est déjà fait, ai-je dit en me levant. Elle a levé les yeux vers moi, son visage se froissant. S'il te plaît, je peux arranger ça. Nous pouvons arranger ça. Mais je l'ai juste regardé et je n'ai rien dit, parce que certains silences ne sont pas vides. Ce sont des réponses. Et elle a finalement compris cela. La salle d'audience était froide d'une manière qui n'avait rien à voir avec la température. On se sentait comme dans un endroit construit pour te rappeler à quel point tu es vraiment petit. Les plafonds s'étendaient haut, les boiseries brillaient, et chaque son, chaque tout, chaque frottement, chaque grattement de stylo résonnait comme s'il ne voulait pas être oublié. J'étais assis sur le banc des témoins sous serment, fixant l'avant. Pas elle, jamais elle. Camille était assise à la table de la défense, son avocat lui chuchotant quelque chose à l'oreille qu'elle n'entendait clairement pas. Elle était vêtue simplement, sans maquillage, sans talons, juste un costume gris qui semblait emprunté. Ses mains étaient serrées sur ses genoux, son visage pâle. À côté d'elle, Marc continuait de jeter des coups d'œil au juge comme s'il pouvait négocier avec un regard. Mais il n'y avait plus de négociation. J'ai parlé pendant moins de 5 minutes. Le procureur a gardé les choses simples. Avez-vous fourni un accès à l'ordinateur de votre femme à la demande de Victoire Leclerc? Oui. Cet accès a-t-il révélé de fausses factures et un vol de données? Oui. Croyez-vous que Camille Moreau a participé sciemment? J'ai fait une pause. Elle savait ce qu'elle faisait. Ni plus, ni moins. Quand je suis descendu, je ne l'ai pas regardée. J'ai gardé mes yeux devant moi comme si elle n'était même pas là. L'équipe de défense de Marc a tenté une dernière chance, le présentant comme l'opportuniste, Camille, comme quelqu'un de contraint par la culture d'entreprise, les délais, les attentes, mais la preuve était trop nette, trop propre. Le juge n'a pas bronché. Monsieur Marc Dumont, a-t-elle dit, vous êtes par la présente condamné à 4 ans de détention fédérale pour fraude électronique et détournement de fonds d'entreprise. Vous avez sciemment altéré les structures internes pour un gain personnel. Il n'a pas réagi. Pas un tressaillement, il a juste regardé devant lui comme si, s'il ne bougeait pas, cela ne serait pas réel. Madame Camille Moreau, a poursuivi la juge, la voix ferme, mais pas méchante. Ce tribunal reconnaît votre coopération et votre absence d'antécédents criminels. Cependant, votre implication était intentionnelle, soutenue et dommageable. Vous êtes par la présente condamné à une peine avec sursis de 2 ans avec probation obligatoire et cessation immédiate des privilèges d'entreprise. Camille a cligné des yeux 1 fois, 2 fois, puis a baissé la tête. Le maillet a frappé le bois. Final. Pas d'applaudissements, pas de halètement, juste du silence. À l'extérieur, des journalistes se sont rassemblés. Je ne me suis pas arrêté.
J'ai marché à travers eux comme de la fumée. J'ai ignoré les microphones, les voix criant mon nom. La vérité avait été entendue. Je ne devais rien de plus à personne. J'ai trouvé ma voiture 2 pâtés de maison plus loin. Je me suis assis à l'intérieur, les mains sur le volant, regardant la circulation passer comme si le temps lui-même n'était pas intéressé par tout ce que je venais de vivre. Elle n'allait pas en prison. Elle n'allait pas récupérer son travail non plus. Et Marc, eh bien, il était maintenant le problème de quelqu'un d'autre. Justice, oui, elle a été rendue, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à un reçu. Un que tu gardes dans ton tiroir juste pour te rappeler que même lorsque tu paies intégralement, quelque chose est toujours laissé derrière. J'avais la vérité. J'avais la paix, mais je n'avais pas la vie dans laquelle je pensais passer le reste de mes années. Cette version était maintenant partie, éteinte tranquillement, comme la dernière flamme d'une bougie que tu ne pensais jamais voir atteindre la fin. Le café était niché dans le coin d'une vieille serre du centre-ville. Mur entièrement en verre, lumière du soleil se déversant à travers des vignes qui s'enroulaient autour de cadres en acier. Le bourdonnement des premières conversations flottait dans l'air, le tintement des couverts, une douce percussion derrière cela. Je suis arrivé à l'heure. Victoire était déjà là. Elle avait l'air différente à la lumière du jour, moins sur ses gardes, toujours sereine, oui, mais quelque chose dans sa posture s'était adouci. Elle n'était pas en talons aiguilles de pouvoir ou en armure de blazer, juste un pull de couleur crème, ses cheveux tirés en arrière, les manches poussées jusqu'à ses coudes comme si elle n'avait nulle part où être sauf ici. Antoine, a-t-elle dit alors que je me glissais sur le siège en face d'elle. Tu as l'air plus léger. Peut-être que je le suis, ai-je dit, jetant un coup d'œil à la presse française entre nous. Peut-être qu'il y a juste moins à porter maintenant. Elle a versé 2 tasses. Ses doigts bougeaient avec une aisance habituelle, mais son expression était prudente. Je voulais te dire merci, a-t-elle dit formellement, professionnellement. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas fait pour les applaudissements. Je sais, a-t-elle dit. Puis plus doucement. C'est exactement pourquoi je voulais te rencontrer ici, en dehors des heures de travail. Nous sommes restés en silence un instant. Juste le soleil, l'odeur du café, l'éclair occasionnel de la vie de la ville à travers la vitre. Elle a tendu la main à travers la table, a placé sa main doucement sur la mienne. Tu aurais pu incendier toute la maison, mais à la place, tu as ouvert la porte et tu es sorti. Je n'ai pas bougé. Il n'y avait plus rien à brûler. Pourtant, a-t-elle dit. Tu m'as impressionné. Ces mots ne venaient pas avec un poids ou un agenda. Pas de conditions, juste de l'honnêteté. J'ai levé les yeux, les vraiment regardés, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose dans les yeux de quelqu'un qui ne me demandait rien. Sais-tu quelle est la partie la plus étrange? Ai-je dit. Je pensais que tout cela me laisserait en colère, amère. Et? A-t-elle demandé. J'ai souri faiblement. Il s'avère que cela m'a juste laissé prêt. Elle a incliné la tête. Prêt pourquoi? J'ai siroté le café, je l'ai laissé se poser. Pour tout ce qui vient ensuite. Peu importe qui je suis censé être maintenant. Elle m'a étudié une seconde de plus, puis a retiré sa main, pas brusquement. Juste doucement, comme si elle comprenait le moment exact de laisser aller. Eh bien, a-t-elle dit avec un petit sourire, pour ce que ça vaut, je pense qu'il sera quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. J'ai regardé par la fenêtre alors que la lumière se déplaçait sur la table. Lyon bougeait à l'extérieur, occupée et chaotique et vivante. Je l'ai regardé. Peut-être que ce n'était pas juste une fin après tout. Victoire a soutenu mon regard, le coin de sa bouche se courbant. La plupart des fins ne le sont pas, a-t-elle dit. Et peut-être avait-elle raison. Peut-être que ce qui allait arriver ne serait ni bruyant ni parfait ni enveloppé.